beaucoup, Edouard. Ça fait bien longtemps que je ne s'est pas vu. Merci pour ton message que tu m'as envoyé pour mon anniversaire. De la cellule de communication, c'est le seul qui s'est rappelé que le 14 novembre, c'est mon anniversaire. Même le patron de la communication a oublié ça. Camarade, premier vice-président du CSP, de NIT Liabi, camarade ma tante Odette Soye, membre du CSP, mais surtout patron des messagères et coordonnatrice adjointe de l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. Mon cher aîné, qui est toujours présent à nos tribunes, je voulais saluer le ministre, le député Sokri Boui, et l'autre Boui, le maître de l'écriture. Merci pour le travail que tu as fait en apportant ta touche au programme du gouvernement. Bon, même si on n'a pas pu l'utiliser, mais il est encore disponible. Il faut le trouver pour que vous ayez une idée de ce que le président Gbagbo proposait aux Ivoiriens. Il est encore disponible, il y a quelques exemplaires qui sont encore disponibles. Chers amis, je vois les SGA Kame Kame, la SGA Apo, les CR de Soubré, hein, c'est ça, de Nawa, c'est ça. Merci d'être là, chers camarades, merci pour tout. Chers amis de la presse, merci pour votre présence, vous et tous ceux qui nous suivez depuis par divers canaux. Merci de votre présence et surtout merci de nous accorder votre indulgence parce qu'il y a eu une longue pause de la tribune du PPACI liée au contexte politique qui prévalait, c'est-à-dire donc la question des élections. Et aujourd'hui, nous reprenons donc le cours normal de notre tribune. Et comme l'a dit le maître de cérémonie, le thème d'aujourd'hui concerne l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. Alors, cette initiative est celle du président Laurent Gbagbo, qui l'a rendu public le 29 novembre dernier pour montrer à quel point il est attaché aux valeurs humaines, mais surtout les valeurs africaines, qui sont en premier lieu la solidarité. La solidarité envers les personnes qui sont dans les difficultés. Il exprime cette solidarité de façon générale à l'égard de tout le monde, à plus forte raison quand il s'agit des siens, des personnes qui croient à son combat et qui sont engagées à ses côtés et qui traversent une situation difficile. Le président Laurent Gbagbo a lancé cette initiative en guise de solidarité à l'endroit de nombreux prisonniers d'opinion qui croupissent dans les prisons ivoiriennes. Cette initiative a une double portée. Elle a une portée sociale et elle a une portée politique. Donc, en quoi consiste la portée sociale? La portée sociale de l'IPO, il faut comprendre l'IPO, Initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. L'article 1er de l'acte qui crée la commission qui est chargée d'animer et de porter cette initiative est clair.
Je rappelle que l'initiative est portée, elle est conduite par un comité, une commission ad hoc qui est présidée par le directeur de cabinet de son excellence le président Laurent Gbagbo, Emmanuel Aka, et dont l'adjointe est la ministre Odette Soye. Et la présence d'Emmanuel Aka, le directeur de cabinet du président Laurent Gbagbo à la tête de cette commission dénote de l'intérêt que le président Laurent Gbagbo accorde à cette commission. Et l'article 1er dit ceci, je vais le lire. Garantir la protection des prisonniers d'opinion par un dispositif coordonné, multidisciplinaire et durable. Bon, on souhaite qu'il ne soit pas durable, quoi. Parce que durable, ça se peut que nos gens vont rester longtemps là-bas. Mais en tout cas, durable. Constituer un instrument d'alerte, de plaidoyer et de mobilisation permettant d'influencer les décisions politiques et institutionnelles. Servir de passerelle entre les familles, les avocats, les organisations des droits de l'homme, les médias et les institutions internationales. Assurer un accompagnement global de l'arrestation jusqu'à la libération en incluant la réinsertion sociale du prévenu ou du détenu ou du prisonnier. Voici les 4 actes. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'une solidarité active et entière à l'endroit des prisonniers d'opinion. Cette solidarité prend en compte le bien-être du prisonnier ou du détenu. Bon, les juristes font la part des choses entre les prisonniers et les détenus. Les détenus, c'est celui qui n'a pas encore été jugé. On appelle, il est en détention provisoire. Parce qu'il n'a pas encore été jugé. Et les prisonniers, c'est lui qui a été jugé et condamné. Et donc, c'est pourquoi j'utilise les deux, puisque l'initiative contient les deux. Voilà. Donc, c'est prendre en compte la vie, c'est-à-dire le bien-être à la fois physique et mental des prisonniers. Chers amis, ici, dans cette salle, il y a beaucoup de prisonniers, d'anciens prisonniers. Moi, j'ai fait la prison. Et le bien-être, c'est-à-dire ce qui manque le plus à un prisonnier, c'est la solidarité. Ce qu'un prisonnier attend le plus, c'est de ne pas se sentir oublié par les siens. Et il n'y a pas meilleur expert pour comprendre cette situation que le président Laurent Gbagbo, qui, à la circonstance, je pense qu'il fait partie des experts mondiaux pour avoir connu toutes sortes de prisons. Et donc, il sait mieux que quiconque les besoins d'un prisonnier. Et c'est ce qu'il a essayé d'exprimer en disant que il faut tenir compte des prisonniers dans son entièreté, c'est-à-dire dans son aspect physique et dans son aspect moral. Il ne s'arrête pas là. Il y a cette solidarité prend toute la vie du prisonnier, à la fois sa vie carcérale, c'est-à-dire donc à l'intérieur de la prison, mais également à l'extérieur, parce qu'il a sa famille à prendre en compte. Vous n'avez pas idée que lorsque vous êtes en prison, qu'on vous appelle pour dire on va libérer, il faut payer les loyers. Les enfants doivent aller à l'école. Les enfants sont malades. Et ce qui est remarquable ici, en ce qui nous concerne, le combat du président Laurent Gbagbo et de son parti est épousé par les plus faibles de notre société. Les gagne-peu, les oubliés du système. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous sortez et que vous êtes un cadre du parti que les gens reconnaissent, quand vous allez dans un magasin, dans un lieu, ce sont les plus petits qui se reconnaissent en vous et qui viennent vers vous. Les vigiles, les caissiers, les gagne-peu. C'est
c'est eux qui épousent notre combat. C'est pour eux que nous nous battons. Et c'est justement pour cela qu'ils sont toujours en première ligne de notre combat et c'est ce qui les expose davantage au risque d'arrestation. Ce sont eux. Et quand ils sont en prison, il y en a qui perdent leur boulot. Mais pire, il y en a qui perdent leur famille. Parce qu'on est dans une société où les valeurs ont foutu le camp. Et excusez-moi, ce n'est pas parce qu'on leur en veut, c'est la société qui leur impose. Mais pour reprendre une expression ivoirienne, les femmes n'aiment plus durer dans mauvais rêves. Et très souvent, on le dit peut-être pour essayer de dédramatiser la situation, mais beaucoup de couples sont partis, ont volé en éclats à cause de la vie carcérale, de l'emprisonnement de l'une des parties, de l'un des époux. Il faut les soutenir. Donc c'est une solidarité active. Et quand le président prend cette initiative, il regarde et les militants du PPACI et les cadres du PPACI, mais il regarde tous les sympathisants et toutes les personnes de bonne volonté, parce que nous avons besoin de moyens pour venir au secours de ces personnes qui n'ont fait que exercer un droit que leur reconnaît la Constitution ivoirienne. Nous allons revenir là-dessus. C'est pourquoi la haute direction du parti a soutenu et soutient, applaudit des deux mains cette initiative du président Laurent Gbagbo. Et encourage et se met du côté et se dispose à accompagner cette initiative. Et là, je regarde Madame la coordinatrice adjointe, notre parti se mobilise autour de vous pour qu'on puisse réussir cette mission qui est importante. Et je vous dirai pourquoi. Elle est importante quand nous allons arriver à la dimension politique. Et celles qui ont le plus compris, ce sont les messagères. Cette structure ad hoc que le président Laurent Gbagbo avait créée, que les femmes qui étaient mises à sa disposition de façon spontanée pour l'accompagner dans la campagne politique, dans sa campagne présidentielle. Elles sont venues de toute la Côte d'Ivoire pour se mettre à sa disposition. Et malheureusement, ayant été exclues de façon arbitraire, les femmes n'ont pas pu, qui ont été très actives dans la collecte de parrainage, très actives, et je voudrais vraiment les saluer ici pour le travail qu'elles ont fait dans le parrainage. Elles se sont mises immédiatement, quand on les a appelées pour cette nouvelle mission, elles se sont immédiatement engagées à mener cette mission à son terme. Je voudrais ici les saluer au nom de la direction du parti. Madame la présidente des messagères, merci de leur traduire notre reconnaissance. Donc, elles vont s'organiser et la commission qui a été créée va leur donner des tâches précises. Comment prendre en charge, comment elles doivent s'insérer dans la prise en charge des prisonniers politiques. Nos prisonniers à nous. Donc, l'ILPO a une vocation première de solidarité universelle envers les détenus et les prisonniers ainsi qu'envers leurs familles. Nous devons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser. Ça, c'était le côté, l'aspect social. La commission est organisée autour de pôles. Nous avons le pool des avocats, nous avons un pool financier, nous avons un pool médical de santé parce que les prisonniers ont besoin d'un suivi médical. Nous avons donc un pool qui est dirigé par un professeur de médecine, le professeur Toussaint, si ma mémoire est bonne. Nous avons même un pool de solidarité active qui est dirigé par l'honorable Guy Linas. Et nous avons le pool financier avec Bilo, le pool des avocats dirigé par Maître Tapi qui dit nous sommes. Alors ici, le pool comptait aujourd'hui 11 avocats. Mais tout à l'heure, je vais vous donner les chiffres des prisonniers.
Nous, d'ici, nous appelons tous les avocats de la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs qui sont sensibles à la cause des droits de l'homme et qui fait partie de leur serment de défendre les plus faibles. Nous les appelons à se joindre à ce pool. Nous n'avons pas d'argent à leur payer suffisamment, mais nous les appelons pour qu'ils viennent spontanément nous aider, parce que cela fait partie de leur serment. L'avocat a vocation à protéger les plus faibles devant la loi. Donc tous les avocats qui veulent nous accompagner peuvent venir trouver mettre tapis et s'inscrire dans ce pool-là. Il y a des milliers de personnes à assister et 11 avocats, c'est pas suffisant pour, le nombre n'est pas suffisant pour tenir cela. Et il y a le pool communication dirigé par Ousmane, dont le rôle est d'alerter. Et nous avons un pool chargé des affaires extérieures qui est dirigé par le professeur Tano, qui est membre du CSP. Des professeurs d'université, anciens membres du Conseil constitutionnel. Ça, c'est la portée. Oui, il y a le pool de gestion même, c'est-à-dire celui qui gère au quotidien, c'est le plus important d'ailleurs, il faut l'oublier, c'est Kouté Patrick, de SGA, chargé des prisonniers politiques. Merci pour le rappel. Ça, c'est l'aspect social. Mais nous sommes un parti politique. Un parti politique ne fait rien qui n'ait pas un aspect politique. En tout cas, pour nous qui connaissons le président Laurent Gbagbo, même dans son bonjour, il y a politique dedans. Donc, cette initiative a une portée politique énorme. Et nous avons identifié 4 axes que nous avons tirés du discours du président Laurent Gbagbo du 29 novembre. Ces 4 axes qui sont des axes qui illustrent, du moins qui déclinent la portée politique sont les suivants. L'île Pau, pour rappeler qu'il existe en Côte d'Ivoire des prisonniers d'opinion. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de lutter pour le respect des libertés publiques gravement menacées en Côte d'Ivoire. Troisième axe, se battre pour le respect des lois en Côte d'Ivoire, les lois que nous nous donnons, notamment la Constitution. Et quatrième axe, se battre contre le 4e mandat. Voici les 4 axes que nous avons tirés du discours du président Laurent Gbagbo. Le premier axe, l'île Pau pour rappeler l'existence des prisonniers politiques. Alors ici, je voudrais faire des précisions. Vous allez voir qu'il y a des situations où nous allons employer le conditionnel. La tribune se veut aussi... il faut qu'elle garde la crédibilité absolue. Jusque-là, nous n'avons pas été pris à défaut sur la crédibilité de la tribune, et nous tenons à le dire. C'est des témoignages que nous avons reçus. Nous ne mettons pas en cause les témoignages. Mais si les faits qui témoignent, pour lesquels les témoignages sont venus, doivent être illustrés par un acte juridique qui n'existe pas, dont nous n'avons pas connaissance, alors nous sommes obligés d'utiliser le conditionnel. Cela n'enlève rien du tout à la vérité des témoignages que nous avons reçus. Ça, c'était une précision qu'il fallait que nous le donnons. Alors, au cours de la cérémonie du 29 novembre dernier, il y a eu le SGA et les avocats ont fait le point des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Selon le SGA, selon notre parti, jusqu'en octobre 2025, et c'est depuis 2011, il y avait 114 prisonniers d'opinion incarcérés.
qui sont tous nos militants, ou en tout cas qui ont servi sous le président Laurent Gbagbo. Mais ce nombre a explosé après le 11 octobre. À ce jour, nous avons une liste nominative qui est là. La liste nominative des prisonniers du PPACI. En tout cas, militants, reconnus comme militants du PPACI. Nous en avons 756. 756. C'est répertorié par fédération, par ville, par village. C'est dire que nous accordons du sérieux au travail qui est fait. Je voudrais saluer ici le SGA Kouté pour ce travail remarquable d'information. Ça, ce sont les militants, ceux que nous connaissons comme militants. Cependant, les organisations des droits de l'homme parlent de plus de 1000 arrestations. Et le gouvernement lui-même, en tout cas, si on s'en tient au communiqué du Conseil national de sécurité du 13 novembre dernier, parle de plus de 1680 personnes qui ont été arrêtées. Ici, je voudrais faire également une précision de taille. Nos amis qui font au restaurant, quand ils mangent et que la nourriture leur part de travers, on leur demande de prendre du recul, de boire de l'eau avant de parler. Parce que ça les étouffe et ils perdent la raison. Quand quelqu'un, j'ai écouté une vidéo qu'on m'a envoyée, frappé du titre du docteur, dit que l'initiative du président Laurent Gbagbo est une initiative qui provoque et qu'il n'y a pas de prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire et que tous ceux qui ont été arrêtés sont des terroristes. Je vais lui répondre tout à l'heure de façon scientifique. Je voudrais lui dire ceci. Qu'un communiqué d'un procureur n'est pas une condamnation. Ce n'est pas un acte judiciaire. Ce n'est pas une décision de justice. À ce jour, quand nous allons faire le pool des avocats, vous allez voir le nombre de personnes qui ont été condamnées et pourquoi elles ont été condamnées. Aucune décision ne mentionne sur leur condamnation acte de terrorisme. Ne serait-ce qu'à regarder le quantum des peines qui leur ont été appliquées, on se rend compte que ce ne sont pas des actes de terrorisme. Au moins ça. Les faits établis, c'est-à-dire le procureur peut dire ce qu'il veut, c'est son droit. Dans une république, le procureur, la loi lui donne beaucoup de pouvoir. Il y a des fonctionnaires de l'État à qui la loi donne beaucoup de pouvoir. Moi, là, une communiqué d'un procureur, c'est son droit le plus absolu. C'est son droit. Mais ça ne fait pas un acte, un communiqué ou même une position d'un procureur ne fait pas un acte de justice qui crée des effets de droit. Donc vous ne pouvez pas dire, comme le juge a dit qu'il y a des actes de terrorisme qui ont été posés, donc tous ceux qui ont été arrêtés, ce sont des terroristes et que ce ne sont pas des leaders d'opinion. On va revenir là-dessus. Le PPACI fait le bilan suivant de la crise préélectorale comme suit. Pour le moment, nous avons dénombré 17 personnes tuées. Celles que nous avons, pour lesquelles nous avons des trucs clairement avec des lieux précis. Nous allons les citer tout à l'heure.
Le gouvernement a parlé de 11. Nous pensons que certainement il y a des informations qui ne sont pas encore arrivées au niveau du gouvernement. Ce n'est pas forcément sa faute. Il y a des informations peut-être qui ne sont pas encore arrivées. Et ce que nous proposons au gouvernement, c'est que notre structure aimerait bien rencontrer le gouvernement pour qu'ensemble, on harmonise nos positions, parce que quand même, des décédés à la suite d'opérations de ce genre-là nécessitent quand même qu'on s'entende au moins sur le nombre. Il y a des informations, certainement le gouvernement n'avait pas. Je donne un exemple tout simple. À Naïo, on avait dit qu'il y avait 3 morts. C'était ça. Il se trouve qu'une femme enceinte a été blessée par balle. Et je passe sous le couvert de Kamé, c'est chez vous. Transportée à l'hôpital, elle était enceinte. Tentant de la sauver, ce n'était pas possible. Donc, les médecins ont essayé au moins de sauver ce qu'elle portait en elle, son enfant. Donc, ils ont extrait l'enfant vivant. Mais la femme est décédée. Donc, le décès de la femme. Le bébé est décédé. Bon, la femme, ils ont sauvé la femme, mais c'est le bébé qui est décédé. Ce bébé-là, il est né vivant. Et selon la loi, quand un enfant né vivant et viable, il a immédiatement la personnalité juridique. Et donc, nous le comptons parmi les décédés. Donc, finalement, on passe à 4. Plus. Donc, à Nayo, finalement, on se retrouve avec 5 personnes décédées au lieu de 3. Bounois, 1 décédé. Dalois, 2 décédés. Bessidje, 1 décédé. 3. Non. Non, Saïwa, j'arrive. Bessidje, c'est Saïwa? Non, c'est à Bouville, c'est tout ici. Bessidje, c'est à Bouville. 1, ça c'est 1. Abié, 2. Gagnois, non, Gagoré. Gagoré, 1. Mais lui, son cas est tellement dramatique, il a été dépecé à la machette. Selon les témoignages des villageois, il aurait été dépecé à la machette. Il aurait été dépecé à la machette devant les gens. C'est un crime trop grave. Ayam Sokro, 2, dont 1, M. Kakou Konapol, au dire des témoins, quand nous sommes allés pour son enterrement, au dire des témoins, les personnes qui sont venues l'interpeller ont tiré sur ses parties génitales de façon très forte, et c'est ce qui aurait causé sa mort. Des vidéos circulent. Bon, ce n'est pas des pratiques acceptables. En tout cas, sur la base des témoignages, voici ce qu'on dit. Il est mort par la suite d'une violence exercée sur ses parties génitales. Or, nous les hommes, c'est notre point le plus faible. Et ce sont les populations de Kami, son village natal, qui nous ont fait ce point. Grégbe, il y a eu 1. Nyamaue, il y a eu 1. Zaïbo, il y a 1. Oh, il y a d'autres, bon, on n'a pas totalement harmonisé, mais pour le moment, ceux que nous avons comptés, ce sont ceux-là. Il y a aussi Saïwa. Je m'en dis parler de Saïwa également. Mais en plus, il y a des personnes qui ont été arrêtées et on ne sait même pas où elles se trouvent actuellement. On ne peut pas parler de disparition parce que la notion de disparition a un droit à une explication bien précise. On considère que quelqu'un a disparu lorsque il est dans on ne trouve pas, en tout cas, il est présumé
mort. Et la mort, ce n'est pas dans une circonstance qui était qu'on n'a pas trouvé son corps. Parce qu'on n'y a pas de mort en droit quand il n'y a pas de corps. Et quand on ne trouve pas la personne, on dit qu'elle a disparu. Ici, on ne peut pas dire qu'elles sont disparues, on ne sait pas exactement où elles sont. Et dans le cavalier, il y en a 2. Et non, dans le Cocody, il y a 2 personnes qui concernent Cocody, la fédération Cocody. Le cavalier, il y en a 9. À Fresco, il y en a 2. À Lilio, il y en a 1. Le parti dénombre également 56 blessés. Et les prisonniers que nous avons, les chiffres sont les suivants. Plus de 1000 interpellations, qui ne sont pas forcément tous nos militants, mais il y a plus de 1000 interpellations. Et les différents lieux sont les suivants. PPA, bon, PPA là. Le lien nous provoque, bon c'est notre jumeau. Si vous voulez, la seule chose qu'on ne peut pas se dire dessus. PPA, c'est l'ancien MACA. Il y a plus de 900 de nos présents à la MACA aujourd'hui. Au point où ils ont dû me prendre un dispositif particulier pour les gérer. Parce qu'il n'y a pas 900 cellules quand même. 900 personnes. Boaké, prison civile, 27. Camp pénal 1, c'est Picasse. Guiglo, 5. La région du Gore, c'est Oumé, 70. 70. Toumoudi, 2. Soubré, 19. San Pedro, 4. Et Boisflé, 25. Pour le moment, ceux qu'on a dénommés dans les prisons. Alors, sur ce point, le PPAC relève avec beaucoup d'inquiétude le cas des femmes qui ont été arrêtées. Il y en a eu 39. 39 femmes ont été arrêtées. 14 ont regagné leur liberté, la liberté. 7 sont encore en attente, n'ont pas encore été entendues, donc en attente du jugement. Et 18 ont été condamnés à 36 mois. Ferme. 18. Et dans les 18, il y a 2 qui sont enceintes. Il y a une, selon les informations que nous avons, qui serait dans une situation qui exigerait une échographie. Jusqu'à ce jour aujourd'hui, cette échographie lui serait refusée. Et ça, je pense que les associations des droits des femmes, elles aussi, il faut qu'elles donnent la voix. Dans toutes les prisons, il y a toujours un cadre privilégié pour les femmes, notamment les femmes enceintes. Si elle est malade et qu'elle porte un enfant et qu'elle a besoin d'une échographie, laisse-le faire son échographie. Ça n'enlève rien à la peine. Alors, en ce qui concerne la déclaration des avocats, le pool des avocats fait le point au 29 novembre 2025. Le point est le suivant. Au niveau du tribunal de première instance d'Abidjan, TPI, je vais mettre TPI. Quand je vais mettre TPI, c'est vrai que c'est le tribunal de première instance. Le TPI d'Abidjan, du 16 au 31 octobre, nos avocats ont assisté 527 prévenus. Ils ont pu obtenir la relaxe de 146. C'est-à-dire qu'ils ont été déclarés non coupables. 5 ont été condamnés avec sursis. C'est-à-dire la peine existe, seulement ils ne l'exécutent pas. Et donc, 376 ont été condamnés à 36 mois de prison ferme. Au TPI de Gagnois, les audiences ont eu lieu du 21 octobre au 4 novembre 2025. Il y avait 53 prévenus.
39 ont été déclarés non coupables. 0 ont été condamnés. Il n'y a pas de condamnés avec sursis. Et les condamnés fermes, il y en a 14. Au TPI Doumé, il y a eu une seule audience qui a eu lieu le 5 novembre 2025. Il y avait 10 prévenus. 9 ont été déclarés non coupables et 1 a été condamné ferme. À Dabou, il y a eu une audience le 25 septembre 2025. Ça, c'est le point au 29 novembre 2025. Il y avait un prévenu. Il a été condamné à 36 mois ferme. Au total, nos avocats ont assisté 612 personnes, ont obtenu la relaxe, c'est-à-dire que déclaré non coupable, 213, 5 ont été condamnés avec sursis et 394 ont été condamnés fermes. À cela, il faut ajouter les prisonniers qui n'ont pas pu être assistés. Au tribunal de Dabou, à l'audience du 16 octobre 2025, on n'avait pas d'avocat, donc ils n'ont pas pu être assistés. Les 8 prévenus ont été condamnés fermes, 36 mois. Au 25 octobre, il y avait 5 prévenus. Un seul a été relaxé, 4 ont été condamnés fermes sans assistance judiciaire. Au TPI Doumé, audience du 30 octobre 2025, 7 prévenus, tous condamnés sans assistance judiciaire. Nous faisons ce tableau pour que ceux qui ont entendu notre appel, les avocats qui ont entendu notre appel, puissent réagir. C'est-à-dire, vous avez vu, là où les avocats ont travaillé, les résultats des relax des personnes déclarées non coupables ont été très hauts. Les autres, qui n'ont pas été assistés, voici les résultats qu'on a obtenus. Donc, d'où l'importance des avocats. Et c'est pourquoi nous rappelons encore les avocats, nous leur demandons de venir, ceux qui croient à la justice et au droit, de venir s'associer à l'équipe de la défense. Vous avez vu comment nos prisonniers sont partout sur le territoire national. Les avocats doivent se mobiliser, ils doivent aller partout sur le territoire national. Et pour 11 avocats, c'est très peu. 527 prévenus entendus, assistés, c'est un travail de herculien. Alors, selon nos avocats, ils ont tous été condamnés, les condamnés à 36 mois de prison ferme. Et ces 36 mois correspondent, c'est le maximum que le code de procédure pénale a prévu, le code pénal a prévu, c'est-à-dire pour ce type d'infractions. Et ce sont des infractions liées donc à la marche du 11. Ça veut dire, et je réponds à celui qui nous a dit qu'on est des terroristes, qu'aucun juge, jusqu'à aujourd'hui, n'a déclaré nos militants, en tout cas nos condamnés, comme étant des terroristes. Mais il y a une question qui se pose. S'il s'agit d'une infraction liée seulement au trouble à l'ordre public, le maximum que le quantum de la peine que le code prévoit, c'est ça. Trouble à l'ordre public. Ça suppose que ces personnes ont été arrêtées dans le cadre d'opérations de maintien d'ordre. Écoutez très bien ce que nous disons. Ces personnes ont été arrêtées dans le cadre d'opérations de maintien d'ordre, sont des opérations de police banales. Alors, comment peut-on expliquer qu'il y ait autant de morts? Comment une opération de maintien d'ordre, qui est une opération de police normale que tous les polices du monde le font,
peut générer autant de tués, y compris au sein même des forces de l'ordre. Alors le PPACI se dit, attend que le gouvernement, en tout cas, que la lumière soit faite sur les conditions, les circonstances de ces morts-là. Parce qu'une opération de police qui génère des morts, c'est devenu une opération de police. Ça veut dire que la police a utilisé les moyens disproportionnés. C'est ce que la loi dit. Et ça demande une enquête. En dehors de toute spéculation politique. Oui, c'est vous qui les avez appelés à descendre. Ok, ça là, il y a la responsabilité et il y a la culpabilité. C'est deux notions différentes. S'il s'agit d'opérations, je rappelle, d'opérations de police, de maintien d'ordre, le gouvernement a l'obligation de nous faire d'éclaircir les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été tuées. En France, par exemple, il y a eu 3 ans, gilets bleus. Nous tous au courant, les gilets bleus. Gilets jaunes, pardon. Il était jaune. Ah, il était jaune. J'aime pas trop la secte, pourquoi j'ai dit ça. Je ne suis pas supporter de la secte, gilet jaune. Je supporte le stade d'Abidjan, nous les bleus. Ah voilà. Donc, il était 2 ans dans la rue. Mais vous avez entendu un seul mort. Pourquoi des opérations de maintien d'ordre peuvent dégénérer dans des morts en Côte d'Ivoire? En tout cas, sur les chiffres et les raisons et la nature des infractions pour lesquelles nos personnes ont été condamnées, il n'y avait aucune raison que ces personnes soient mortes. Donc, le PPACI demande au gouvernement que l'éclairage sur les circonstances de ces morts. C'est ce qu'on doit à la République. C'est le minimum qu'on doit aux citoyens. C'est le minimum qu'on doit à un citoyen. La police, elle fait son travail. Mais la loi encadre la police. Dans un pays, lorsqu'il y a une opération de ces gens et il y a un seul mort, les pays sérieux, mais c'est un scandale. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais en même temps, cette question soulève un problème fondamental, la question des libertés publiques en Côte d'Ivoire. Parce que manifester pacifiquement, même quand la loi interdit la marche, mais qu'elle est exercée de façon pacifique, manifester pacifiquement est un droit constitutionnel. Ça fait partie des libertés. Et peut-être qu'on écrit des choses dans nos constitutions sans qu'on les prenne légèreté parce qu'on ne connaît pas l'histoire de ce que nous écrivons. Mais les libertés publiques, c'est un combat de longue date des citoyens contre les pouvoirs. D'abord la royauté et les pouvoirs dictatoriaux. C'est un combat de longue date. Les gens ne sont pas levés le matin comme ça, les gouvernants ne sont pas levés le matin pour dire bon, nous sommes gentils, on vous concède ça. C'est une bataille. Et nous, on a mis ça dans notre constitution, comme on a pris ailleurs, mais on doit respecter ça. Les libertés fondamentales. Alors, sur cette question, et c'est le deuxième axe, si les morts interviennent dans des opérations de maintien d'ordre, ça veut dire que les menaces sur nos libertés sont même des menaces mortelles. Sont des menaces mortelles. Et ça ne concerne plus seulement le PPACI. Ça concerne
toute la Côte d'Ivoire, y compris les militants du RHDP. C'est en cela où parfois, devant l'État, les citoyens font bloc en dehors de leurs considérations politiques, parce que la dérive de l'État, il faut faire très attention à ce que cela donne comme résultat. Et c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo nous mobilise pour la protection des libertés publiques. Et il faut savoir quelque chose. Cette lutte, elle ne va pas venir de l'extérieur. C'est notre lutte à nous. Je rappelle, et il faut que nous ne perdons pas de vue, qu'aujourd'hui, les enjeux géostratégiques sont tels que les nations sont moins regardantes sur le respect des droits de l'homme et des libertés dans les pays. La façon dont leurs amis arrivent au pouvoir ou conservent le pouvoir n'a plus d'intérêt d'important pour eux. C'est pourquoi vous avez vu, malgré tout ce qui s'est passé, mais ils ont félicité le président Ouattara. Malgré tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui accorde, c'est-à-dire celui qui apparaît comme pouvant garantir leurs intérêts là. Immédiat, c'est lui. Donc, on peut même tuer 1000. Et un jour, j'aurais fait cette anecdote, Émile Guirilou, qui disait, je pense à lui aujourd'hui parce que cette image m'avait marqué, il dit, voyez-vous, ce qui s'est passé à l'Ouest en 2011, là, si c'était moi 5 chimpanzés qu'on était allés tuer dans la forêt de Taï, là, toutes les organisations du monde allaient se lever pour protection des chimpanzés. Mais on a tué des ouais à la pelle. Mais, bon, ils disent, mais c'est pas... Bon, à la limite, ils trouvent que c'est normal qu'entre nous les Noirs, on se tue, quoi. Et c'est pourquoi vous devez comprendre la position du président Laurent Gbagbo et la position du PPACI sur 2 points. Premièrement, la bataille pour la liberté de nos libertés, là, c'est la constante du combat du président Laurent Gbagbo. Deuxièmement, en face de l'ampleur de la menace, le président Laurent Gbagbo et le PPACI ont pris une décision très difficile pour eux. C'est celle, mais qui répond à la circonstance actuelle. C'est celle de ne pas aller aux élections législatives. Et je vous explique pourquoi. Le débat politique ne peut prospérer et être fécond dans une nation sans les libertés publiques. Ça ne sert à rien. Il ne peut avoir de débat politique fécond dans une république que si les libertés sont protégées. Parce que j'ai vu quelque part, on dit il y a la liberté d'expression, mais c'est la liberté après expression là qui a un problème en Côte d'Ivoire. Tu finis de parler, on t'arrête. C'est ça qui est le problème. Dans ces conditions, devant des arrestations, plus de 1000 personnes arrêtées pour avoir manifesté, si je m'en tiens aujourd'hui aux conclusions, aux ceux qui ont été condamnés, pour avoir manifesté dans la rue pacifiquement. Parce que s'ils étaient armés, ce n'est pas 5 ans, 3 ans, on allait leur donner. Hein. Ce n'était plus l'ordre public. Ça aurait été une autre qualification qu'on allait donner à leur infraction. Et donc, ça veut dire que la menace sur nos libertés, c'est telle que il faut se mobiliser pour se battre pour nos libertés. Et c'est cette option que le président a prise. Il y en a qui pensent qu'on peut s'accommoder avec le mépris que les gouvernants ont des libertés publiques. Le président Laurent Gbagbo, depuis
sa tendre jeunesse jusqu'à aujourd'hui, dit la liberté publique, c'est le fondement de la République. Et donc, devant une telle menace, il a été obligé de prendre un sacrifice énorme pour que cette liberté-là, nous comprenions l'intérêt qu'il accorde et l'intérêt que nous devons accorder à nos libertés publiques. En dehors des libertés, l'île Pô a été aussi créée pour protéger, c'est un instrument de promotion du respect des lois. Chers camarades, chers amis que nous suivez, la loi dans une république, dans un État, c'est les liens qui permettent d'unir tout le monde, tous les corps de l'État en un bloc homogène. On ne peut pas ne pas respecter la loi. De surcroît, la loi fondamentale. Expliquez-moi. Qu'est-ce qui peut permettre à un citoyen de porter une arme légale pour protéger une autre dans une communauté? Mais c'est la loi. C'est parce que la loi a décidé que les policiers et les gendarmes sont les seuls qui légitiment la violence de l'État. C'est eux qui doivent avoir les armes. C'est la loi. Sinon, s'il n'y a pas de loi, pourquoi quelqu'un va porter une arme et moi je ne vais pas porter une arme? C'est la loi. Donc, celui qui porte une arme est un privilégié de la nation. Ce privilège lui a été accordé par la loi. Plus que quiconque, il doit être regardant sur ça. Parce que c'est un privilégié. Seul un privilégié dans une république, dans un État, dans une communauté, a le droit de porter une arme. Donc, ça suppose que et la police et la gendarmerie, ils doivent exercer les choses dans le respect total de la loi. Puisque c'est ça qui leur donne des privilèges. C'est la même chose. C'est parce que c'est par la force de la loi que des citoyens ont reçu le pouvoir de juger des personnes de leurs actes et parfois, le cas échéant, de les priver de leur liberté en les envoyant en prison, des magistrats. Non, pourquoi? Si ce n'est pas la loi là, si c'est pour se frapper chaque matin, mais tu vas frapper qui peut te aller en prison? C'est la loi. Et lui, le magistrat, celui à qui la loi donne le droit et pouvoir de décider qui va en prison, qui ne peut pas aller en prison, de juger, qui a un pouvoir quasi divin, plus que quiconque doit vénérer la loi. Il ne peut pas s'amuser à la loi parce que c'est un ultra privilégié. La loi lui donne un statut de Dieu sur terre. Tu ne peux pas lâcher ce statut sur pied pour aller te soumettre à l'autorité d'un prince. En méprisant la loi qui fait de toi un Dieu. Donc la loi, c'est la chose fondamentale. C'est la loi qui fait qu'il y a une seule personne, on dit c'est le président de la République, qui peut décider qui et où doit servir un citoyen, nommer qui il veut, quand il veut. C'est un grand privilège ça. C'est un privilège impérial. C'est la loi. Sinon pourquoi? Pourquoi quelqu'un peut s'asseoir et dire, bon, Katina, toi je nomme ici, et puis je t'enlève le matin? On va se frapper. Mais c'est la loi. Et lui, c'est l'ultra privilégié. Donc un président de la République ne peut pas s'amuser en tant qu'ultra privilégié de la nation, par la force de la loi, ne peut pas s'amuser à combattre la loi, à mépriser la loi. Or, c'est la question. Et sur cette question, la limitation des mandats à 2 ans, à 2 mandats est une constante constitutionnelle depuis 2000. Est une constance constitutionnelle depuis 2000. Donc la position du président Laurent Gbagbo sur cette question et du PPAC, ce n'est pas une position d'animosité personnelle avec le président Ouattara. C'est une question de principe. Quand un texte est écrit, il faut le respecter. Je rappelle que dans ce pays,
aucune personnalité politique n'a eu autant de respect que le président Houphouët-Boigny. Mais nous l'avons combattu, le président Laurent Gbagbo et ses camarades, parce que l'article 7 de la Constitution 1960 prévoyait le multipartisme. Et nous sommes battus contre ce monument-là pour obtenir le multipartisme. C'est pour la même raison, que nous nous battons contre le 4e mandat. Ce n'est pas un problème de personne. Parce que l'article 55 de notre Constitution dit simplement qu'il faut que les mandats s'arrêtent à 2. Ce n'est pas un problème de personne, ce n'est même pas un problème d'animosité. Moi, personnellement, je n'ai aucune animosité vis-à-vis du président Ouattara. Et je ne crois pas que le président Gbagbo ait une animosité quelconque envers lui. Mais c'est une question de principe. Nous avons combattu Houphouët-Boigny parce que l'article 7 de notre Constitution n'était pas respecté. Nous combattons actuellement pour le respect de l'article 55 de notre Constitution. C'est un principe, c'est une constante et ce n'est pas un problème de personne. Parce qu'il faut respecter la loi. Sinon, il n'y a plus de république. Alors, le dernier point sur lequel c'est rapidement, pourquoi l'île Pau, contrairement à ce qu'on dit. Alors, le respect de la loi aussi a un sens. Voyez-vous, pourquoi les gens ne veulent pas quitter le pouvoir? Parce que tout simplement, lorsque vous exercez une position dominante et que vous ne respectez pas la loi, vous avez peur de la position post-dominante. Donc, cet appel du président Laurent Gbagbo au respect de la loi, même concerne les RHDP, les cadres, conformez-vous à la loi. Si vous vous conformez à la loi, les jours où on dit vous partez, vous n'avez aucun regret et personne ne peut vous faire quoi que ce soit. Personne. Donc, c'est un appel républicain. Ce n'est pas un problème de parti politique. Celui qui respecte la loi n'a pas peur de perdre sa position dominante. Et l'île Pau est également un instrument pour lutter contre le 4e mandat. Et on vous explique. Oh, j'ai entendu des gens dire que c'est anachronique, c'est fini, l'élection a déjà eu lieu, de quoi il parle le président. Je voudrais faire 2 précisions sur cette question. Premièrement, le président a dit qu'il s'opposait au 4e mandat. Il n'a pas dit qu'il s'opposait seulement à l'élection. Il a dit qu'on s'oppose au 4e mandat. Le 4e mandat de Ouattara va commencer le 8, parce qu'il prête serment le 8. Le président Ouattara prête serment le 8, en fait, si je m'en tiens aux informations qui circulent. Donc notre combat là, il ne s'arrête pas. Et comme nous n'avons pour seule arme que notre mobilisation pacifique, parce que nous, là, vraiment, on peut ne pas nous aimer. C'est normal, comme politique. Mais l'usage de l'arme pour la conquête ou la concentration du pouvoir, ça là, nous l'avons prohibé, nous l'avons interdit et c'est définitif dans nos têtes. C'est pourquoi on ne peut pas venir traiter de terrorisme. Ce n'est pas du Gbagbo, c'est pas tous ceux qui sont proches du Gbagbo, qui défendent l'idéologie politique du Gbagbo, ne sont pas dans ça. Nous sommes pour la mobilisation pacifique. Notre combat, tout ce que nous avons obtenu, c'est par la mobilisation pacifique. Mais si vous mobilisez pacifiquement et que des personnes tombent, et que vous les oubliez, forcément, votre combat risque de prendre du plomb dans l'aile, puisque les autres vont se dire, ah, finalement, quand on tombe, on nous laisse, qui va se mobiliser encore? Donc, en défendant les prisonniers politiques, le président nous réarme en même temps pour le combat contre le 4e mandat, pour ne pas que nous sachions. Premier élément. Donc, l'île Pau apparaît aujourd'hui comme une réorganisation, un réarmement pour que nous nous mobilisions pour le 4e mandat. Chers amis, voici les 4 messages, les 4 axes que nous avons saisis du discours du président Laurent Gbagbo. Nous sommes dans un combat politique. Oui, le président Laurent Gbagbo a dit une fois, si je tombe,
enjambez-moi et continuez le combat. C'est plus facile pour un général de le dire. Si je tombe, enjambez-moi à ces soldats, enjambez-moi et continuez le combat. C'est plus facile pour un général de le dire que de dire si vous tombez, je vous enjambe et je continue le combat. Il y a une grande nuance entre les deux. Un général peut se sacrifier pour sa troupe, mais un vrai général ne peut pas sacrifier sa troupe pour lui. Voilà la nuance. Si je tombe, vous m'enjambez, vous continuez le combat, ça c'est l'appel d'un général au combat. Mais le général ne peut pas dire, si vous tombez, je vous enjambe, je m'en vais. C'est deux notions différentes. C'est sur cette précision que je voulais terminer mes propos, tout en vous disant merci. Croyons en nous, croyons en notre combat, croyons à la Côte d'Ivoire, croyons à nos capacités de nous parler, croyons à notre capacité de nous réunir autour de la Côte d'Ivoire. Et quand je le dis, je regarde tout droit le pouvoir pour dire qu'il n'y a rien de plus important que la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a dit ceci. Président Ouattara, président Bédié et moi, nous devons laisser à la Côte d'Ivoire un pays solide, à la jeunesse un pays solide. Il est encore vivant. Le président Ouattara est encore vivant. Dieu a rappelé à lui, le président Bédié, ce défi commun qu'ils se sont lancés, je pense qu'ils ont encore les capacités de relever ce défi-là. Et nous croyons en eux. Je vous remercie. Merci au ministre Justin Katina Koné pour la clarté de son exposé et les précisions qui vont avec. Monsieur le ministre, je pense que vous méritez encore une ovation. Amis de la presse, nous allons maintenant vous laisser le soin, si vous en trouvez le besoin, de poser des questions afin que le ministre Justin Katina Koné puisse étayer davantage les propos de son exposé. Le micro est à votre disposition. Vous vous présentez votre média et vous posez votre question. Zago, ça va? Je suis Godson Zago, je suis journal de la Nouvelle Alliance. Tout à l'heure, en parlant, vous avez dit que le nombre des avocats est insuffisant. Il y a même des détenus, si j'ai bien entendu, qui n'ont pas été assistés dans certaines juridictions. Alors, est-ce que quand des gens ont été arrêtés, tout de suite le PPACI a engagé des démarches pour aller vers des avocats et ils n'en ont pas eu? Ça, c'est la première question. La deuxième question concerne la décision de ne pas aller, par exemple, de ne pas aller au législatif. En 1995, il y a eu le boycott actif. Il y a eu des morts. Il y a eu des prisonniers. Il y a même d'innocentes personnes, des enfants aussi, qui avaient été tués. Quand le moment d'aller au législatif est arrivé, le FPI d'alors était allé au législatif. Et cette décision avait permis au parti de garder ses passions.
en refusant cette fois-ci, cette année, de ne pas aller aux élections, vous ne risquez pas de perdre beaucoup de partis? C'est ma question. Bon, c'est le seul, hein, apparemment. Merci beaucoup. Ah oui, ah. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, c'est savoir, est-ce que... Présentez-vous, s'il vous plaît. Présentez-vous. C'est oui. J'ai bien servi le président du Congrès. Vous avez créé une structure pour défendre les prisonniers. Est-ce que ce qui a été aujourd'hui aux prisonniers, du moins aux militants du PPRCI, est-ce que c'est là où se prend? Tout à l'heure, lorsque vous parlez des soutiens du pouvoir actuel, vous avez dit même s'il faut tuer 1000 personnes, ils pourront le faire, bien qu'il pas avancer. Donc le PPRCI connaît son adversaire. Il y a eu la décision de l'élection, on s'est opposé au chacun mandat. Le président on va débloquer les candidats. Donc, en allant dans cette opposition sans armes, quand les gens sont dans la rue sans armes, les mains nues, moi c'est un pouvoir donc pour essayer la possibilité. Est-ce que vous êtes surpris que ce qui arrive maintenant arrive? Je suis en train de dire qu'il faut y aller avec les armes, mais je suis en train de dire qu'un pouvoir que vous connaissez, donc vous connaissez les possibilités. Sinon, vous pouvez se changer en 10 secondes. Donc, est-ce que vous êtes surpris? Pour moi, le but n'est pas encore arrivé. Donc, ce que sont en train de faire, ce que vous êtes en train de faire actuellement, il ne serait pas arrivé si vous avez pesé les choses contre moi. Non, est-ce que vous êtes surpris? Merci. C'est qui le truc? Oui. Je suis Ferdinand Bailly. Ferdinand, ça. Oui. Ferdinand Bailly continue le temps. J'ai 3 explications. La première, c'est quelle méthode a été utilisée pour classifier les prisonniers et les détenus? Comment cette initiative s'applique avec les mécanismes de protection des droits de l'homme? Et la dernière, comment les militants et sympathisants peuvent-ils... Comment? Les militants et les sympathisants Oui. peuvent-ils contribuer de façon concrète à la réussite de cette initiative? Ok, je vais répondre à ta première série. Ok. Oui, vas-y. Sylvain Legault, par la média. Monsieur le ministre, depuis 2024, plusieurs initiatives ont été prises par le président Noir, à commencer par l'appel de Beaumois, ensuite le mouvement Trop c'est trop, ensuite le Front commun. Aujourd'hui, on est encore à une autre initiative. Est-ce que, à partir des résultats, est-ce que les premières initiatives ont-elles abouti aux résultats escomptés? Et aujourd'hui, on vient encore à une autre initiative. Est-ce que ce n'est pas encore une initiative de trop? Merci beaucoup. Merci. Oui. C'est bon? Est-ce que les avocats, Sanzago qui demande, est-ce que le PPACI s'est allé directement, dès les premiers moments, est-ce que le PPACI fait des démarches après des avocats? Oui, nous avons déjà des avocats qui travaillent avec nous. Vous savez, nous, tous les jours, on est au tribunal. Hein? Voilà. Ils n'ont pas changé le nom de PPA là pour rien. Tous les jours, on est au tribunal. Donc, on a des avocats qui travaillaient. C'est l'ampleur des arrestations aujourd'hui, des besoins, qui fait que nous élargissons, nous apportons l'élargissement. Donc, dès le début du débat, ils avaient été avancés, on avait déjà des avocats qui travaillaient sur la question.
Parce qu'on vous a dit déjà que les 520, par exemple, les 527, ils ont été assistés, hein, ils ont été déjà assistés. Donc, des avocats existaient. Mais c'est l'ampleur de la tâche, à la fois au niveau des nombres et surtout la programmation des audiences, le rythme des audiences, le lieu et parmi des militants, des personnes arrêtées, ça demande beaucoup plus de travail. Voilà. Les législatives. Alors, en 1995, oui, il y avait le boycott actif. Après, nous sommes allés aux élections, oui. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'ampleur aujourd'hui des arrestations. Le gouvernement parle de 1680 personnes. Pas de 1680 personnes. Et parmi ces 1600, il y a au moins 1 millier qui sont nos militants. Ce n'est pas le même volume qu'en 1995. Donc, manifestement, il y a ici une menace qui est plus grave sur les libertés publiques qu'on ne peut pas occulter. On ne peut pas occulter. Deuxièmement, les élections législatives, parce que le président Gbagbo quand même a laissé une ouverture. Il a dit, écoutez, si on peut décaler un peu les élections, même si on connaissait les dates, mais on ne pouvait pas s'imaginer que tout ce qui arrive devait s'arriver. Donc, on devait laisser le temps d'enterrer, en tout cas au moins le minimum qu'on puisse faire pour enterrer ceux qui sont morts avant d'aller aux élections. Vous comprenez? Mais le timing posait un problème. Mais en 1995, ce n'était pas le même timing. On a eu le temps de pleurer, de gérer, d'enterrer les personnes et d'envisager les élections par la suite. Donc ces deux notions, ces deux choses, les contextes ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. C'est difficile pour un parti politique d'avoir 1000 personnes en prison et puis des militants tués. Et les 2 semaines qui suivent, on dit, bon, allez déposer vos dossiers. Il y avait quand même un problème d'ordre moral à respecter quand même. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Oui. Cette question, elle me rappelle la question qu'on avait posée une fois les Indiens, les hindous, enfin, en Inde, à Gandhi. Cette question, c'est des questions récurrentes. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en lutte pour une cause, et qu'en face de vous, vous avez une violence qui s'oppose, la question est toujours récurrente. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arme pour lutter, utiliser la violence contre la violence, ou bien on utilise une autre arme contre la violence? Nous avons pris l'option, et Gandhi avait répondu de façon simple. Si nous utilisons les armes pour lutter contre le colonisateur, pour lutter pour notre indépendance, nous allons être addictifs aux armes. Nous allons être addictifs aux armes. Et c'est ce qui se passe ici aujourd'hui. Quand la dernière fois le président Gbagbo disait son discours, il dit, mais évidemment, si je suis arrivé au pouvoir, on m'a chassé le pouvoir par les bombes, mais évidemment, on est dans une logique qui continue. C'est le discours du président qui continue. C'est l'addiction à la violence. C'est cette addiction à la violence que nous, au PPAC, nous avons le devoir d'y mettre fin. Mais vous ne pouvez pas mettre fin à ça en utilisant la violence. C'est une option qu'on a prise. Ça peut nous coûter ce que ça peut nous coûter. Ça peut nous être même très difficile. Mais c'est la meilleure victoire. Celle qu'on obtient en s'opposant à la violence par une mesure non violente. C'est la meilleure des victoires. Oui, est-ce qu'on est surpris? Non, on n'est pas surpris des événements, mais c'est plutôt de l'ampleur. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut quand même qu'on s'interroge. Pourquoi des opérations de maintien d'ordre, vraiment, ce sont des banales opérations que toutes les polices font tous les jours, peuvent déboucher sur autant de morts? On ne va pas changer de méthode. Nous avons fait l'option de la lutte pacifique.
nous allons nous demeurer dans cette option. Ça va nous prendre ce que ça va nous prendre, mais nous n'allons pas changer parce que ce n'est pas la vision qu'on nous a donnée. De toute façon, aujourd'hui, là, même si tu dis, est-ce que toi-même tu sais étudier une arme? On n'a pas de branche, on n'a jamais fait une branche armée, on ne sait jamais chose. Donc, on fait ce que nous savons faire. J'ai dit tout simplement qu'effectivement, ça va nous demander une plus grande mobilisation parce que le monde étant en train de changer, nous nous retrouvons un peu plus ou moins dans l'histoire du parti unique. Le parti unique était là, les libertés avaient été confisquées au nom des intérêts géostratégiques. Aujourd'hui, nous avons un semblant de multipartisme, mais personne ne regarde les conditions dans lesquelles les élections se font. Mais regarde ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. C'est quoi? C'est Guinée-Bissau. Bon, c'est-à-dire, on fait élection. Les gars, il sait que j'ai perdu. Et dites-moi, faites-moi un coup d'État. Oui, venez, faites-moi un coup d'État. Il fait un coup d'État. Les gens viennent pour dire, bon, on va continuer les processus. La commission dit d'ailleurs, on n'a même plus les PV, ils ont tout pris. Franchement. Et c'est dans ça que nous sommes. Mais, et vous allez voir, et les gens vont fermer les yeux sur cette forfaiture à cause des intérêts géostratégiques, tout simplement. C'est pourquoi, plus que maintenant, ceux qui veulent faire la politique et qui veulent nous suivre, qui veulent suivre le président Laurent Gbagbo, il faut que nous nous armons de courage et de détermination. Parce que, tu as dit, le pire n'est pas encore arrivé. Parce que nous aussi, nous n'allons pas céder. Il faut que nous nous battons pour nos libertés. Et nous allons nous battre pour nos libertés avec les moyens dont nous disposons, c'est-à-dire la parole et nos déterminations. Mais, le monde change. Vous avez remarqué, en 2000, j'ai oublié de les interpeller. Human Rights, ici, de 2002 à 2010, chaque semaine, ils avaient un rapport sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous les entendez? Est-ce que vous les entendez aujourd'hui? C'est ça la réalité géostratégique. Nous allons en tenir compte dans notre parti. Nous réorganiser notre lutte, mais en gardant l'âme, le fond de notre lutte, qui est la lutte pacifique. Mais il faut que chacun des militants, on puisse tenir compte de cette réalité. Le changement géostratégique nous impose une plus grande détermination. Une plus grande détermination. Ferdinand, quelle méthode? Nous sommes partis bien organisés. Hein. Tout à l'heure, vous voyez qu'en parlant, j'ai interrogé très souvent Kamé Kamé. Il est d'une région. Donc c'est eux. Parce que nous sommes nos militants, nous connaissons nos militants. Ils sont attachés à un comité de base qui lui-même est attaché à une section, qui elle-même est attachée à une fédération, qui elle-même est attachée à une coordination régionale adjointe par département, qui elle-même est attachée à la coordination régionale, qui eux-mêmes relèvent, dont rendent compte au VPE des régions, vice-président chargé des régions, qui ont des secrétaires généraux adjoints chargés des régions. Donc nous avons une organisation hiérarchisée qui permet donc de canaliser les informations et c'est ça qui a permis qu'on puisse faire. Et c'était un travail rapide qui a été fait par Kouté, Maître Abiba et le groupe qui ont fait un travail remarquable pour lister ces personnes. Les organisations des droits de l'homme, bon, ça, je vous ai déjà répondu, hein, je dis que bon, elles sont ce qu'elles sont. Hein. Écoutez, dans ce monde, rien ne se fait sans intérêt. Nous là, nous nous battons pour la Côte d'Ivoire. Nous nous battons pour l'Afrique. Et pour cela, nous allons avoir de l'adversité énorme. On a deux choses. Soit on abandonne le combat et puis on s'aligne, et ça fait que le combat s'arrête. Ou nous continuons. Nous étions au pouvoir, on nous a enlevé à elle les armes. Mais surtout arrêté là, ils nous ont envoyé à la CPI. Avec tout ce que vous voyez là. J'ai dit un jour à quelqu'un, et cette image, je vais terminer par elle, que eux là, ils ont une cible. Elle s'appelle Laurent Gbagbo. Ils ont pointé une arme sur cette cible. Et ils ne font qu'utiliser les différentes munitions.
Tout ce que vous voyez, vous entendez ces temps-ci, là, ce sont des différentes munitions. Ce sont des munitions qui sont... On a ciblé munitions de la rébellion, ça n'a pas... On nous a enlevé la munition de la CPI. On a pensé que Laurent Gbagbo était mort, fini totalement. Il n'a pas fini. Munitions de son propre parti, le DPC, c'était une munition. Il est revenu. Tout ce que vous voyez là, vous entendez, ce sont des munitions qu'ils essaient sur la même cible qui s'appelle Laurent Gbagbo. Mais ce n'est pas parce que Laurent Gbagbo est né à Maman, hein, que de Koudou, Paul ou de Gado. Mais c'est parce que il incarne ce qu'il déteste. Or, ce qu'il déteste, c'est que nous, on aime. C'est malheureusement ça qui est notre problème et c'est notre charge, c'est notre responsabilité, c'est notre charge, nous devons la porter, non pas pour nous, non pas plus pour le président Laurent Gbagbo, pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour la liberté. Je vous remercie. Quelle question? Laquelle question? Ah! La mobilisation de la non, je vous ai dit. Oui. Ma question est c'est pas d'amener le PPACI à changer de ligne. Ok. Non. Ok. Ma question c'est de savoir si vous avez un adversaire contre lequel vous battez, oui. Vous connaissez ses habitudes, oui. Vous savez qu'il est violent. Oui. En allant contre lui, est-ce que vous êtes surpris qu'il ne change pas de méthode? Si vous êtes persuadé que son habitude c'est d'utiliser la violence, est-ce que vous êtes surpris qu'il utilise la violence? C'est ça ma réponse. Je crois que j'ai répondu. Je vous ai dit qu'on n'est pas surpris. Je vous ai dit qu'on n'est pas surpris. Non, on n'a pas compris. Tu ne l'as pas encouragé, t'es sûr. Bon, ok. D'accord, on s'est compris. Dans tous les cas de figure, personne ne peut nous encourager à aller aux armes. Donc, c'est pas toi non plus. On s'est compris. Tu l'as dit, il y a plusieurs initiatives. Oui, mais nous sommes dans un combat. Le combat, nous continuons le combat. Le président prend des initiatives par rapport aux circonstances. C'est un général ou bien un coach qui a une équipe, mais tu changes les éléments, le schéma tactique en fonction des événements, des circonstances. Tu comprends? Donc, elle n'est pas l'initiative de pro. Et l'initiative d'appel de Benoît, au début, les gens l'ont minimisé, mais finalement, qu'est-ce qui a mené les combats? Le front commun, c'était quoi finalement? Ce monsieur a un seul problème, et je lui dis ça toujours. Ton problème, c'est que tu vois trop loin, et nous autres qui ne voyons pas là-bas, là, quand tu veux nous parler là, mets-nous un peu sur ton épaule pour qu'on voit au moins où tu es. Sinon, on ne te comprend pas parfois. Et c'est le problème. Il a toujours raison trop tôt. C'est ça, ton seul problème, c'est ça. Il a toujours raison trop tôt. Quand il a fait l'appel de Benoît, les gens se sont organisés pour l'isoler. Mais lui, il connaît le débat politique, il connaît les milieux politiques. Finalement, comment c'est terminé? Ils sont revenus vers lui. Donc, ce ne sont pas des initiatives perdues. Celle-là, elle n'est pas de trop, elle est liée aux circonstances du moment. Oui. Bon. Ah oui. Alors, quelqu'un m'a demandé comment les militants peuvent aider. Je crois que c'est oui, quelqu'un m'a posé la question, comment les militants peuvent aider. Tout à fait. Nous avons dit tout à l'heure que cette initiative repose sur deux choses. Il y a la mobilisation et le soutien à nos militants, à nos prisonniers. Mais ce soutien-là, c'est les visites aux familles, mais ce n'est pas suffisant. Donc, les visites, ça suppose que, par exemple, à Boisflé, il y a des prisonniers qui sont là-bas. Que la coordination de Boisflé se réunit et décide d'organiser la prise en charge de ces militants. C'est-à-dire, on leur donne à manger et puis on fait face aux besoins qu'ils ont laissés derrière. De façon globale, ce que nous appelons, on a besoin de moyens financiers. Donc,
les camarades, les militants, les cadres, les sympathisants et même de bonne volonté, tous les Ivoiriens, même les Africains qui croient à la lutte et qui pensent que nous sommes dans le vrai, ils peuvent nous accompagner dans cette lutte. Je vous donne un exemple. Hier, le CPP, qui est, qui est notre lune, un conseil, le conseil politique permanent, a fait un don de 800 000. Le CSP a lancé une opération de collecte. Le secrétaire général, certainement le président exécutif, va appeler les secrétaires généraux. Mais ça, c'est au niveau des partis. Mais d'ici, de cette tribune, je parle aux militants qui sont ici, je parle aux militants qui sont dans la diaspora, et je parle aux Ivoiriens, je parle aux sympathisants et je parle aux simples croyants et qui estiment que quelqu'un qui est victime d'une injustice et qui est en prison mérite un soutien. C'est écrit et dans le Coran et dans la Bible. Ce n'est pas seulement un problème politique militant, c'est aussi un problème de vertu cardinale. Oui. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, selon nos informations, le pôle pénitentiaire d'Abidjan est initialement prévu pour 6 000 détenus. En héberge aujourd'hui plus de 10 000. Les personnes incarcérées récemment, notamment celles du samedi 11 octobre 2025, vivent dans des conditions particulièrement difficiles, voire déshumanisantes. Environ 500 détenus, je dis bien 500 détenus, sont regroupés dans un espace de 350 mètres carrés. L'accès à une cellule coûte entre 25 000 et 30 000. La tuberculose est en pleine propagation. Face à cette situation préoccupante, que pouvez-vous faire en attendant d'éventuelles décisions de libération qui ne relèvent pas directement de vous pour offrir à ces détenus un environnement plus respectueux et plus humain? Merci, monsieur le ministre. Merci. Je crois que peut-être vous n'avez pas fait attention, j'ai déjà répondu à cette question dans mon état. Quand nous nous battons pour le respect des libertés publiques, parce que même un prisonnier, il a un droit, il a des droits. Un prisonnier a des droits. Tout à l'heure, on nous a parlé d'une dame qui n'aurait pas qui a besoin d'échographie, à qui on aurait refusé. Ça, ce sont les droits de l'homme. Et cette bataille-là, il ne faut pas identifier les points. C'est une bataille globale. C'est une bataille globale pour le respect des libertés publiques. C'est ce que nous pouvons faire. On ne peut pas aller contre une prison, nous. On ne peut pas aller voir le gouvernement, donner nos gars, nous, on va les emprisonner. Donc, on est obligé de nous adapter. Mais la question, ils ne sont que les victimes d'un système. Et ce système-là qu'il faut corriger. Et c'est pour cela que nous nous battons pour corriger ce système-là. Ce que vous dites là, bon, nous n'avons pas ces éléments-là, mais si vous les confirmez, c'est grave. C'est grave. Effectivement, nous, médecins, on dit qu'il y a une épidémie de tout, mais ils ne savent pas encore quelle est la nature exacte de cette tout, puisqu'il n'y a pas eu de traitement de diagnostic pour établir. C'est ce que les médecins nous ont dit. Bon. Mais, vous savez, c'est tout ça. Dans certains pays, le nombre de prisonniers diminue. Chez nous, ça augmente. Et parfois, des prisonniers d'opinion. C'est ça qui est le problème, des prisonniers d'opinion. Des gens qui disent « je ne suis pas d'accord ». Vous prenez quelqu'un comme Rodel. Bon. Il dit la vie est chère. Mais tous les jours, bon, il dit je vais manifester pour dire que la vie est chère. On t'arrête. C'est ça qu'on appelle les libertés d'expression. C'est prévu par la loi. La contradiction, elle est l'épine dorsale de la démocratie. Ça, il faut qu'au moins tout le monde soit d'accord là-dessus. Le président Gbagbo nous a dit la démocratie existe parce qu'elle part du principe qu'au départ, on n'est pas d'accord. Et donc, la contradiction, elle est consubstantielle de la démocratie. Je ne suis pas d'accord, je dis je ne suis pas d'accord. Tu fais ton argument et puis on avance. Vous dites quelqu'un veut faire 4 mandats, quelqu'un dit je ne suis pas d'accord, je veux marcher. Bon,
Si vous le prenez avec une arme, ok, ça c'est une autre dimension. On dit, bon, peut-être qu'il est venu dans l'intention de faire telle chose. Mais la marche, là, elle fait partie des libertés publiques. Et nous allons continuer de marcher, nous. Parce que c'est la seule chose qui nous reste. C'est la seule chose qui nous reste. Sans vraiment violence, rien du tout. Mais c'est l'expression de la démocratie. Parce que nous nous sommes... Et je l'ai dit la dernière fois. J'ai dit, aimer le président Laurent Gbagbo ou ne pas l'aimer n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, celui qui est au pouvoir, au RHDP, ancien RDR devenu RHDP, au moins quand il est dans sa chambre, qui dit merci au président Laurent Gbagbo. Parce que c'est parce que tu t'es battu qu'il y a eu le multipartisme. Sinon, moi, dans le système de parti unique, comment j'aurais fait pour être président, ou ministre, ou DG? Donc, quand on est au restaurant, quand on a fini de manger, il faut aller regarder dans le miroir et se mettre à genoux et te dire, Gbagbo Laurent, merci. Au moins, reconnaissons-lui ça. C'est le sens de la démocratie. C'est pourquoi il ne faut pas du tout que nous baissions les bras. Parce que si nous baissons les bras, c'est des valeurs existentielles de la République qui foutent et ce sont nos acquis qui s'en vont. Ce n'est pas un problème de personne. Moi, j'ai plein d'amis au RHDP, plein d'amis dans le gouvernement. Le président Gbagbo, je ne crois pas, lui, Ouattara, il s'appelle frère. Le président Ouattara l'appelle frère. Ce n'est pas un problème de personne. C'est un problème de principe. C'est un problème de principe. La contradiction, là, elle est consubstantielle à la démocratie. Et nous allons toujours exprimer notre opposition. Nous le ferons toujours. Bon, ça nous coûtera ce que ça nous coûtera. Mais peut-être qu'un jour, ils comprendront. Et au moins, les générations futures n'auront pas à vivre ce que nous vivons au nom des valeurs démocratiques. Que Dieu vous bénisse. Merci, monsieur le ministre. Ici s'achève le 40e numéro. Écoutez ce numéro de la tribune du PPACI. Numéro qui nous avait longtemps manqué. Car c'est un numéro souvent qui touche toutes les informations du pays. Les corruptions, la malgouvernance, mais surtout toutes les interdictions que subissent les Ivoiriens et aussi les péages souvent qu'ils doivent subir à payer et voir le prix des transports se multiplier. Aujourd'hui, la tribune du PPACI s'est concentrée spécialement sur le cas des prisonniers comme a voulu le président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi, je le dis encore et je ne le dirai jamais assez. Pour moi, le PDCI-RDA a gâté la lutte. Ils ont détruit la lutte. Ils se sont perdus dans la lutte. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait exprès de ne pas publier la vidéo. J'ai vu une vidéo des députés du PDCI où ils félicitent Adama Bitogo et où ils disent qu'il faut passer à autre chose, que seul l'avenir aujourd'hui les intéresse. Pour le PDCI, donc tout est terminé, tout est derrière eux, il faut penser à l'avenir. Comme quoi ils ont accepté ce mandat, ils n'ont plus le problème avec un quatrième mandat, ils se sont dissociés du président Laurent Gbagbo et ils veulent certainement avancer. Voyez-vous où le combat les a menés? C'est triste de voir ça. Le PPACI, par contre, eux, ils continuent la lutte. Ils continuent à être droits dans la lutte. Ils continuent à orienter la lutte. Et ceci par le président de leur parti politique. De l'autre côté, au PDCRDA, j'ai vraiment l'impression que le président Tidjane Thiam ne maîtrise plus rien. Oui, j'ai l'impression qu'il ne maîtrise plus rien. Et je ne le dirai jamais assez. Parce qu'il a pris des décisions que je pense que ce n'est pas lui qui les prend. Mais je pense qu'il n'a pas beaucoup de choix. Il n'a pas beaucoup de choix. Il est porté à la tête du PDC par un groupe de personnes. Et il est pourtant combattu par d'autres groupes dans le même parti politique. Imaginons un seul instant, s'il venait aujourd'hui à renier ce groupe-là qui l'a imposé à la tête du parti et dont le peuple a aimé. Oui, c'est un groupe qui vous amène, tous les députés, ils vous imposent. Et le peuple adhère, le peuple vous aime, parce que le peuple voit en vous l'avenir. Mais c'est ce groupe qui vous a imposé. Venez à vous laisser tomber. Vous pourriez peut-être perdre votre soutien. Et donc, il se retrouve confronté à ça. Parce que le combat devait être focalisé contre le non au quatrième mandat. Le boycott de ces élections législatives.
pour tuer la totalité de la légitimité du président sortant actuel. Mais quand un seul camp se met à lutter et que l'autre camp applaudit, est fier et tranque avec ceux qui sont au pouvoir, on a l'impression que l'élection présidentielle s'est bien passée. On a l'impression que le PPACI a été pris dans un guet-apens. Mais diront-ils que c'est la politique? Et en politique, tout est possible et tout est permis. Moi, je dis que non. Tout doit être possible tant qu'on respecte la vie humaine. Quand les gens sont morts, même si c'était un jeu pour vous, vous devez commencer à le prendre au sérieux. Et c'est bien dommage que jusqu'à présent, il y en a qui prennent toujours ça comme un jeu. Alors, je tiens à féliciter le PPACI qui se concentre sur la lutte et qui met l'humain au centre de tout. C'est l'humain qui est au centre de tout. Parce que la politique qu'on fait là, on ne fait pas ça pour les animaux. On fait la politique pour les êtres humains. Pour que les humains puissent bien vivre. Pour qu'on puisse partager les richesses. Pour qu'on puisse vivre longtemps. Mais quand les humains sont tués et que vous dites que pour vous, c'est pas qu'on peut avancer, alors il y a un problème.